sorte une première réforme. On est véritablement à un moment clé de l'affrontement, ce qui va devenir la lutte entre les catholiques et les réformateurs et ce qu'on a après les luthériens et les calvinistes. Mais Rabelais n'en est pas là pour l'instant. Il soutient d'une certaine manière l'entreprise des évangélistes. Et il le soutient avec, au départ, je dirais, l'appui de François Ier qui veut essayer d'empêcher un affrontement à l'intérieur de son royaume et qui, sous l'influence en particulier de sa sœur Marguerite de Navarre, essaie de faire avancer la cause évangéliste. On dit qu'il le soutient, ça, on en est certain, on a des documents qui le... C'est-à-dire que lorsque la Sorbonne décide, par exemple, de censurer Marguerite de Navarre, la sœur du roi, ce qui n'est quand même pas rien, le roi prend position carrément contre la Sorbonne. Et là, on retrouve ça dans Pantagruel, où le directeur de la Sorbonne est largement complicé par Gargantua qui arrose les Parisiens de son urine, parce que voilà, c'est tout ce qui a attiré de la Sorbonne. Donc là, il y a une vraie guerre intellectuelle, je dirais. Et puis, alors que Rabelais vient d'écrire Gargantua, qui va le publier, a lieu cette affaire des placards. L'affaire des placards a lieu entre le moment où Rabelais écrit Gargantua et le moment où il le publie. Alors rappelons justement cette affaire des placards, ces 4 articles, Pierre le Pape, contre la messe, contre le Saint-Sacrement, qui sont placardés aux principaux carrefours, sur les places, devant les églises, et paraîtrait-il, y compris sur la porte du roi lui-même. Dans sa poche même, dit-on. Ah, dans sa poche, même, ça va à chaque fois un peu plus loin. Il y a semble-t-il, un de ces placards qui a été glissé dans la poche de sa veste, si on peut parler de veste. François Ier, évidemment, c'est une provocation que l'on attribue à ce moment-là aux évangélistes, alors qu'ils n'y sont absolument pour rien. Après, il y aura une enquête qui montre que c'est un excité calviniste qui a monté toutes ces affaires. Un terroriste, un peu. Une sorte de terroriste intellectuel, parce qu'il ne tue personne, mais c'est un sacrilège que les Parisiens en particulier ne supportent pas. Antoine Marcourt, c'est son nom. Antoine Marcourt. Et donc à ce moment-là, François Ier se rend compte que où il se met la population parisienne contre lui, où il faut qu'il retire son soutien aux évangélistes. Et donc il va exiler sa sœur. L'heptaméron va être censuré par la Sorbonne. Donc il y a une sorte de victoire. Alors, on organise des grandes processions. L'archevêque de Paris, qui est pourtant évangéliste du Bellay, est obligé lui-même de prendre la tête d'un cortège de purification, parce que voilà, Paris a été souillé de cette manière. Et donc il y a une répression qui s'ensuit. Il y a des gens qui sont pendus, et d'une certaine manière, Pantagruel tombe à côté. Je veux dire que Pantagruel Gargantua, je veux dire, est une sorte de champ d'espoir d'une certaine manière. Et au moment où il paraît, son propos politique est déjà anéanti. Bon, il paraît à Lyon, et Rabelais lui-même part à Lyon parce que Lyon, c'est proche de la frontière, et que éventuellement
il pourra échapper à l'arrestation et à ses conséquences. Et le reste, dire que le reste des autres livres de la série Gargantua Pantagruel va se ressentir de cette défaite. Donc voilà encore une nouvelle interprétation de Rabelais à l'intérieur duquel on peut absolument tout insérer, tout décrypter, y compris donc cette lecture politique. Est-ce qu'elle a été beaucoup faite, Pierre le Pape? Écoutez, je pense qu'elle a été faite. Elle a été oubliée assez rapidement parce que les guerres de religion sont arrivées là-dessus et que d'une certaine manière le message rabelaisien a été pour un long temps écarté du débat. Mais il faut dire que Rabelais s'en prend évidemment à la Sorbonne et au Sorbonnard, mais il s'en prend aussi d'une certaine manière aux évangélistes. Je veux dire que leur manière de tout ramener à l'origine. Oui. On sait ce que ça a donné aussi. Aux étymologies, à une certaine vision d'une foi première qui serait plus belle que là. C'est complètement contraire à la pensée de Rabelais, qui lui... qui n'est pas dans la pureté, au contraire. Qui n'est pas dans l'origine, qui est dans l'avenir, qui est dans l'avenir. Ouais. Une dernière question pour mieux saisir votre rapport personnel à Rabelais. Vous le lisez encore et si vous le lisez encore, que préférez-vous lire chez Rabelais et Pierre le Pape? Ce que je préfère lire, je veux dire, c'est vraiment comme tous les lecteurs, c'est-à-dire c'est d'abord la grande joie et le grand rire. Dire que vous riez à gorge déployée ou vous souriez avec Rabelais? Je ris véritablement et Rabelais continue à me faire rire. Mais en même temps, je suis toujours ébloui par cette verve verbale et cette verve intellectuelle. Enfin, je veux dire, cette manière toujours de foncer et de foncer dans la bonne humeur et de foncer avec un total désintérêt pour les conséquences. Merci beaucoup Pierre le Pape de nous avoir éclairé sur cette affaire des placards et le Rabelais politique. Et merci de clore cette semaine de la Compagnie des auteurs qui était consacrée à Rabelais. Je rappelle que votre livre Le Pays de la littérature est disponible aux éditions du Seuil. Demain, c'est Manou Farine que vous retrouverez pour Poésie et ainsi de suite à 15h sur France Culture. Et nous, on se dit à lundi pour une semaine bien différente puisqu'elle sera consacrée à l'écrivain Michel Houellebecq. Mais avant toute chose, voici qu'il s'avance, c'est Jacques Bonafé et la poésie. Bonjour, nous feuilletons les élégies documentaires de Muriel Pic. Le deuxième chant nous y parle d'une utopie manquée, un kibboutz en Palestine consacré au miel. L'art ancien des abeilles, figurer la communauté parfaite. L'art ancien des communautés, prendre les hommes pour des abeilles. C'est le syndrome du miel, l'utopie de la société sans classe, vie en plein air et travail partagé. Tous ensemble pour trimer la morale des âmes dévouées. Le travail fait un bruit d'enfer, l'enfer des ouvrières, sans trêve, toutes les mêmes. La deuxième strophe est inspirée de Charles Fourier, apiculteur. Dans une phalange, s'il y a nécessairement des capitaux, il ne peut y avoir de capitalistes, ces hommes oisifs, ces varrois qui vivent exclusivement du travail des autres. Tout le monde sera capitaliste, même les plus pauvres. Ils pourront acheter quelques actions, ils pourront faire un peu de profit. Le capital sera ainsi rendu inoffensif. Plus de néonicotinoïdes et l'exploitation de l'homme par l'homme sera bannie. Ah, l'écœurante histoire.
Ils voulaient tous le pot de miel, dans leur bouche le liquide imputrescible, dans leur chair l'éternelle jeunesse, à grandes goulées le nectar des bêtes, ses vertus antibactériennes et immunitaires, la vomissure sublime des insectes, un essaim dans le corps d'un veau sans tête couché sur du thym et du daphné frais. Ah, l'écœurante histoire, elle colle les paupières, ferme les bouches et promet une mort lente par diabète. Au troisième chant de ce livre, nous levons les yeux vers le ciel, une photographie d'Edward Sheriff Curtis. Tourné vers les astres, les bras levés au ciel de l'Arizona, un homme invoque l'esprit animiste, la puissance atomique, l'uranium des étoiles. Un Amérindien, en 1909, prie, le dos tourné à l'objectif, le dos tourné à l'histoire. Les étoiles fondent comme du sucre. L'heure est limpide dans le jour d'été. Le lecteur bienveillant, la nuit, lève les yeux vers les astres, désorienté, perdu sur le chemin obscur. Il s'imagine que chaque étoile est la sienne, rappel du mythe des Indiens Skidi qui attribuent à chaque village une étoile. Il s'imagine que chaque étoile est la sienne sans comprendre d'où elles viennent, ni ce que le ciel et sa vie signifient. Les forces du désespoir sont identiques aux forces de la volonté de savoir. C'est une même énergie, une énergie d'étoile, une énergie atomique. Le point de vue des étoiles sur la Terre, la destruction. Et pour terminer, d'après Paul Valéry, un poème trouvé, le ciel est un livre noir et brillant, supergéante et naine blanche, qui sait le lire voit le Big Bang. Le ciel est un livre d'images, zodiacal et en mouvement. Qui sait le lire fait des talismans. Le ciel est un livre d'étoiles découpé dans du papier d'argent. Qui sait le lire connaît le secret des enfants. Le ciel est un livre d'étoiles cousues jaunes sur la veste des gens. Qui sait le lire ne croit plus l'histoire. Le ciel est un livre dont les récits se répètent. Qui sait le lire devine la destruction. Voilà, Jacques Bonafé, bientôt 16h sur France Culture. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Nicolas Martin et la méthode scientifique. Très bon après-midi à toutes et à tous.